Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Bonjour Gilbert Ongene. Hello, good afternoon to you, Cathy. Vous avez les titres de ce journal. Definitely, World Malaria Day is being observed today under the theme Zero Malaria Starts With Me. In this newscast, we take the pulse of the fight against the disease with our guest, the Permanent Secretary of the National Program for the Fight Against Malaria in the Ministry of Public Health, Dr. Dorothy Ashu. Muslim faithful in Cameroon are in day 2 of the Ramadan fast, a 1-month-long period characterized by prayers, abstinence, and deprivation from dusk to dawn. And in our magazine segment of this newscast, we take you to Bachenga to discover the ferry that is over the Sanaga River. And that ferry was constructed in the colonial era to transport people and property. Today, it's been replaced by a modern bridge. Welcome to the bilingual news on the CRTV and CRTV News. The news begins with you, Cathy Toulou. En ouverture de ce journal, la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se célèbre ce 25 avril. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était face à la presse hier où il a dévoilé le taux de prévalence au Cameroun qui est passé de 30% en 2013 à 24% en 2018. Un événement qui se célèbre autour du terme « Zéro palu, je m'engage ». Des précisions avec Martine Noël Dengue. Le Cameroun est classé 11e mondial parmi les pays les plus touchés par le paludisme, selon le rapport 2019 de l'Organisation mondiale de la santé. Le taux de prévalence, lui, connaît une embellie de 30% en 2013 à 24% en 2018. Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre des politiques et des stratégies telles que la gratuité du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte depuis 2005, la gratuité du traitement du paludisme simple et grave chez les enfants de moins de 5 ans depuis février 2011 et 2014 respectivement, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 59 mois dans les régions de l'extrême nord et du nord. Seulement, le paludisme demeure un problème de santé publique au Cameroun. Tenez par exemple 11 000 décès, dont 60% d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés en 2016. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme en 2018, sur les 24 593 décès enregistrés, 4 510 étaient attribués au paludisme, soit un taux de 18,3%. Pour renverser la donne, le gouvernement a adopté un plan stratégique national de lutte contre le paludisme qui s'étend de 2019 à 2023 et dont le financement attendu est estimé à près de 280 milliards de francs CFA. Now listening to the Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malachi, talking in a press briefing to media practitioners and medics on the occasion of the 13th or the World Day of Malaria. Let's get a listen. This day is an opportunity to each of us to question that he or she does on the daily basis to overcome these diseases in his household, his on her communities, and his on her country. I invite each of us to make the fight against malaria a daily challenge in his family, community, and workplace. As malaria is an environmental and behavioral disease, we want to emphasize the importance of a multisectorial approach to the fight. Voilà le docteur Manaouda Malachi. Voilà, nous poursuivons donc ce journal avec l'invité de ce 12h qui est Dorothy Ashu. Elle est secrétaire permanente du Programme national de lutte contre le palu. Bonjour. Bonjour Madame Cathy. Voilà, donc en dépit de la situation du Covid-19, cette célébration n'a tout de même pas été noyée. Alors vous venez de suivre les chiffres que vous connaissez déjà, le taux de prévalence au Cameroun qui est en baisse, mais il existe encore aujourd'hui des foyers de résistance. Qu'est-ce qui explique cette situation? Merci Madame Cathy. Il faut dire que
il y a quand même une faible appropriation des moyens de lutte contre le paludisme, parce que malgré les campagnes que nous organisons chaque 3 ans, les populations n'utilisent pas systématiquement les moustiquaires. C'est d'ailleurs l'arme le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre le paludisme. Mais malgré le fait que nous avons atteint une couverture en possession de presque 77%, on a distribué, mais moins de 50% de la population dorment régulièrement sur les moustiquaires. Nous pouvons aussi citer la banalisation de la maladie, l'attitude que les gens adoptent. Quand on a la fièvre, on reste à la maison, on essaye beaucoup d'autres choses. Et surtout, c'est les enfants qui payent le prix parce qu'ils ne supportent pas le paludisme. Nous pouvons aussi parler de l'organisation des communautés. C'est une maladie qui demande une organisation à base communautaire et que les leaders communautaires s'impliquent pour que les populations adoptent vraiment les bons comportements. Alors dans le cadre de cette lutte, on n'est pas simplement resté sur la sensibilisation, on est passé à la pratique avec la distribution des moustiquaires imprégnés longue durée. Mais à côté de cela, il y a l'évolution au niveau des protocoles de traitement. On est à quel niveau précisément au Cameroun? Tout à fait. Vous savez, il y a 2 types de paludisme en général. Nous avons le paludisme simple, donc sans gravité. Là, on peut soigner avec les comprimés. Et nous avons changé le protocole en 2019 en améliorant le nombre des options que les prescripteurs pouvaient avoir, des ACT. Initialement, nous avons opté pour un seul ACT. Aujourd'hui, nous avons plusieurs médicaments qu'on recommande pour la prise en charge des malades. Et il faut aussi dire que pour le paludisme grave, l'habitude de placer les perfusions de quinine est dépassée. La quinine n'est plus efficace, mais nous avons des nouveaux médicaments comme la tessunade injectable qui, au bout de 24 heures, vous voyez le malade est debout et il guérit plus rapidement. Donc, on recommande aujourd'hui en première intention l'utilisation de la tessunade injectable. Mais nous avons quand même constaté que les prestataires de soins utilisent anormalement ces médicaments pour la prise en charge du paludisme simple. Et ça, c'est vraiment un gaspillage. C'est un médicament qui est réservé à la prise en charge du paludisme grave. Alors, tout à l'heure, on a évoqué un nouveau plan de stratégie nationale de lutte contre le palu. Le niveau de financement donc de l'action mondiale de lutte contre le palu est-il suffisant pour atteindre toutes les cibles en 2020? C'est là où on a beaucoup de défis. La mobilisation des ressources pour la lutte contre le paludisme est vraiment insuffisante. Déjà, l'État a augmenté de manière significative sa contribution à la lutte contre le paludisme, mais il y a aussi les partenaires qui nous soutiennent, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et l'USAID, donc le gouvernement des États-Unis. Mais malgré ça, nous avons encore les grands écarts. Nous avons, pour les 4 prochaines années, un écart de financement de presque 280 milliards de francs CFA pour faire face à cette maladie. Mais heureusement, le Fonds mondial a déjà mis à notre disposition pour la période, les 3 prochaines années, 66 milliards de francs CFA. Et ça va quand même diminuer les gaps. Mais il reste les gaps et nous voulons identifier ceux qui peuvent mobiliser davantage des financements pour combler ces gaps. Thank you, Madam. Permanent Secretary of the National Program for the Fight Against Malaria, Madam Dr. Dorothy Achu. Yes. Right. Okay, now tell us, since government instituted free treatment for pregnant women and children less than 5 years old, what's the balance sheet you can make out of that? We have 2 situations. For pregnant women, they receive their treatments when they come to the hospitals. So unfortunately, most of these women come very late. But in general, we can say about 80% of the women who arrive at our health facilities actually benefit from the intermittent preventive treatment against malaria. So
we can say we have a good performance at that. But those that are in the communities, we keep encouraging them to come early, beginning from the first trimester of pregnancy, where we're going to assess them, and from the 4th month, they will benefit from their preventive treatment. Concerning the children, that's where we are having a lot of challenges, and we are already working on how to modify the modalities to make sure that this policy is really effective. There are some facilities that have already understood the consultation is supposed to be free. The diagnosis is supposed to be free because we have supplied rapid diagnostic tests which are free of charge. And does it imply that when you keep on saying supposed to be, does it mean that it is not reality on the ground? That means that there are so many health facilities who are not providing these commodities free of charge to the children. And they have given many reasons. One of them is because the children arrive with many illnesses, not only malaria, they can have diarrhea, they can have respiratory tract infections. And that, in that case, it's not so clear that the consultation is supposed to be free. So they take the consultation where they have to give the diagnosis free. Some of them do it, but we still do not understand why the rapid tests are acquired free of charge, and yet these children are asked to pay for them. Now, despite all the efforts put in by government and partners, the statistics are quite disturbing. 3,000 persons died in 2018 from malaria as a result of malaria. It still remains preoccupying. A bit more than 10,000. A bit more than 10,000. Yes, because outrageous. This is a serious problem. Definitely. And we are thinking that we have to strengthen prevention, because in order to avoid us having so many cases that eventually lead to death, we have to really reduce the transmission of the disease. One of our big challenges is the increasing resistance to insecticides that are used in treated bed nets. And we are trying to replace this old kind of bed nets with new nets which have more effective insecticides, and also we are trying to see whether we can introduce other methods of vector control, prevention, spraying, and things like that. Last question, any hopes for a vaccine? Because it looks like it's a vaccine that would bring an end to all the sufferings, malaria. A vaccine will contribute, but the vaccine is only going to come and add to what already exists, and that is the warning. We have a vaccine, the Mosquirix, which is already being used in 3 African countries, and we are just trying to document the effectiveness and the added value, because we have to look at the cost effectiveness, because we already have a lot of money invested in these other strategies, that we have to implement them properly before adding new strategies. Thank you very much indeed, Madam. Dr. Dorothy Achu, for the Permanent Secretary of the National Program for the Fight Against Malaria in the Ministry of Public Health. Thank you for being our guest on the Midday News. Thank you, Sierra TV, for helping us. Well, the newscast continues to move over to the South region, where Muslim faithful in that part of the country, more precisely in Bolova, have begun the Ramadan fast within the backdrop of the coronavirus pandemic and its inherent social distancing measures. Clarence Aze says the month-long period of fasting in the South will be peculiar this year due to the COVID-19 threat. His report. Unlike in recent years, when Muslim faithful at the Bolova Hausa neighborhood will gather at the central mosque to begin the month of Ramadan with prayers, the COVID-19 stands as a strong obstacle to the communion this time around. We have to respect measures of the government. We cannot pray again in the mosques because in this problem that are affecting the whole world. In the early hours of this Friday, many faithful began the 30-day spiritual walk in their homes where they prayed with their family members. They say their prayers this month will be for Allah to put an end to the COVID-19 pandemic. Our prayer will be exceptionally for this, and that is why we are calling our people to pray Allah subhanahu wa ta'ala and protect us, remove this disease in the world, inshallah. Muslim faithful in the town of Bolova say the coronavirus is a test to their faith, but are hopeful that Allah will guide, strengthen and keep them safe throughout this holy month.
Partons à présent pour la région de l'Ouest où les équipes du ministère du Commerce traquent les commerçants véreux qui souhaitent provoquer une pénurie fictive dans le département de la Ménois, principalement à Tian. Un magasin a été mis sous scellé. Il contenait des produits de première nécessité. Le reportage de Jean Armstrong, CRTV Ouest. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 donne de sales idées à certains commerçants malhonnêtes de la ville de Tian. Des centaines de sacs de riz, de sel, de pâtes alimentaires et autres denrées de première nécessité viennent d'être découverts, dissimulés dans un magasin à l'allure d'un atelier de couture par les fins limiers de la délégation régionale du commerce de l'Ouest. Les fins limiers ont permis de découvrir un stock dissimulé derrière un atelier de couture des produits, c'est-à-dire le riz, le sucre, le sel, et que sais-je encore. Donc mission nous a été donnée effectivement de mettre à nu toutes les fraudes de ces opérateurs impénitents. La mise à nu de la supercherie est la conséquence de l'exploitation d'une information collectée lors du déchargement de la marchandise en pleine nuit. Le Cameroun ne connaîtra pas une tension dans les prix en cette période de Covid-19. Certains veulent profiter de la crise sanitaire pour introduire une autre crise, donc la crise alimentaire. Et nous n'allons pas l'accepter. Le ministre lui-même est au front et nous l'accompagnons et voilà le bon résultat. Nous continuons. Hier on était à Bafoussam, aujourd'hui à Tian, demain ce sera ailleurs. En attendant les hautes directives du ministre Luc Magouamba Gatana quant au sort à réserver à cette marchandise, le magasin a été mis sous scellé. La traque, elle, va se poursuivre. La stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 a été évaluée il y a quelques jours par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoute. Le ministre de la Santé publique a présenté quelques axes de cette stratégie. Il était l'invité du 20h30 sur la CRTV. On écoute cet extrait. Si le corps médical n'est pas protégé, si on n'a pas pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'infection au sein de la communauté, au sein des formations sanitaires, nous n'avons pas encore amorcé notre lutte. Donc, et ici, nous disons clairement que notre objectif, notre priorité en ce moment, c'est la protection du corps médical. Et nous avons acquis, dans ce sens-là, des équipements de protection individuelle que nous avons renvoyés en région, parce que dans le cadre de la décentralisation, il faut le dire, les gouverneurs des régions coordonnent, n'est-ce pas, la riposte au niveau régional. Donc nous leur avons envoyé déjà des équipements. C'est de l'ordre de 150 000 masques, de l'ordre de 50 000 équipements de protection individuelle en termes de combinaisons, de surplus. Donc on a envoyé tous ces équipements en région et nous pensons que cela ne devrait plus poser un problème. Mais nous allons continuer, n'est-ce pas, à encadrer cela pour que le corps médical soit protégé au premier plan. Et tout ce qui travaille pour la riposte en réalité. Sur la décentralisation du plan des ripostes, justement, est-ce que ce dispositif est efficace? C'est un dispositif qui est très efficace. Nous avons fait une visioconférence avec tous les gouverneurs de région la semaine dernière. Nous en ferons une autre réunion par visioconférence la semaine prochaine. Nous pensons, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que le président de la République a bien fait de décentraliser la riposte parce que ça permet déjà aux districts de santé qui sont, j'allais dire, le maillon le plus essentiel dans notre dispositif de système sanitaire, de faire de la surveillance active, c'est-à-dire d'aller dans les communautés, faire des évaluations, faire du triage, évaluer, prélever et puis répondre en termes de prise en charge des cas. Donc, je crois que c'était une décision qui était vraiment une décision attendue et qui nous donne satisfaction en ce moment. Et toujours dans le cadre de cette campagne de lutte contre le coronavirus, une double campagne de désinfection a lieu en ce moment même dans les sites de la CRTV. Des agents du service d'hygiène de la mairie de Yaoundé pulvérisent des insecticides et d'autres produits qui font fuir les reptiles, tandis que la brigade anti-Covid-19 répand le virucide TH4. L'initiative conjointe, directeur général de la CRTV, mairie de la ville de Yaoundé, participe donc à renforcer le dispositif de défense de l'Office national de télévision contre la propagation du Covid-19 en complétant les mesures barrières déjà largement suivies par le personnel de la CRTV. Les sites de la radio à Lancac et de l'Institut de formation d'Ekounou ont déjà été visités par les équipes.
Well, the newscast continues. Communication Minister Rene Emmanuel Sadi, alongside his counterpart of decentralization and local development, George Elanga Obam, plus traditional and religious authorities and media practitioners, are brainstorming on how to give a fresh impetus to communication on the COVID-19 pandemic. This is to ensure that the right information on the coronavirus gets to the local population without being distorted. We have more details in the following report. The objective of this conclave is to give a new momentum to communication on the coronavirus. This is to ensure that every Cameroonian, wherever they may be, get the right information on how to stem the propagation of the disease. The minister has gone up to accepting that we can use even loudspeakers in the market. In every village there is a church structure or an Islamic structure. We are the only persons who can carry these messages to every single village, every single quarter. Minister Rene Emmanuel Sadi has insisted on the use of community radio stations, community relay agents, and traditional rulers who should carry the sensitization messages, as well as all measures outlined in the National Prevention and Response Strategy to the local population. We intend to sensitize all our community radios, and most of them talk in the local languages. We intend equally to go through the presidents of the various development associations. We shall collaborate with the administration to make sure the messages get to the right quarters. Within the backdrop of a myriad of fake news circulating in the social and other media on the coronavirus, Rene Emmanuel Sadi maintains that effective proximity communication is one of the strongest weapons which Cameroon needs in order to emerge victorious in the war against the coronavirus. Something else now. Close to 3,000 candidates who succeeded in the written part of the competitive entrance examinations into agriculture, customs, water, forestry, public health, and special recruitment of 100 translators and interpreters have begun the oral part of the examinations in Yaoundé. The exercise is being supervised by the Minister of the Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, who moved through the 5 centers to make sure that the measures taken by government to ensure that social distancing is respected are being respected in these centers. We have details in this report with Emanuela Venue. One after another, they have come to convince the 50-man jury that they each merit a place in the Cameroonian public service. Concerning the concours, we are calm, there's no stress. The oral examination, which during normal session is conducted in just a center and in one day, has been spread out due to the COVID-19 pandemic. We are launching today the oral phase of about 15 concours, then the oral phase of the special recruitment of translators and translator interpreters. We have 7 sites, about 50 juries. Close to 3,000 candidates are involved in this exercise conducted in strict respect of measures such as social distancing, the use of hand sanitizers and wearing of face masks. Everything is going on smoothly. We have one candidate. He went there to the US for a special duty, but he could not come back. We will organize a video conference with him, give question to the young man, he will answer and can also be judged by the juries. Going through the 7 centers, the Minister of Public Service wants to ensure the smooth process of the oral examination while keeping an eye on the strict respect of measures against the spread of COVID-19. Dans le reste de l'actualité, le projet de route Fébé Village prend progressivement corps. Les chantiers sont en cours. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 était sur le terrain. Il a fait d'une pierre 2 coups. Non seulement il est venu visiter l'évolution des chantiers, mais il a également procédé à la remise des kits d'hygiène et du matériel de lutte contre le Covid-19. Sylvain Effa. C'est d'abord le député Paul-Éric Djungwe qui l'avait annoncé il y a 3 mois. Je ne reviendrai plus ici parler devant cette foule s'il n'y a pas de route. Rassurez-vous.
Le maire Yannick Aïssi de Yaoundé 2 est venu ce jour le confirmer que le ministre Ketia Courtez viendra inaugurer la route bitumée de Fébé Village dans un proche avenir. Ceci pour répondre aux sollicitations du conseiller municipal Ferdinand Djou, porte-parole des populations de Fébé Village, qui deviendra d'ici peu Fébé Paradis. Le village est en train de se transformer progressivement. Vous n'avez qu'à suivre mon regard, la nature en train de... Cette descente du maire coïncide avec la lutte contre le Covid-19 engagée par le conseiller municipal Ferdinand Djou en faveur de ces populations de Fébé Paradis où des kits de protection ont été gracieusement distribués à tous. Le quartier Fébé a 5 blocs, dont nous avons reparti par les 5 blocs. Généralement, dans chaque bloc, il y a un coin qui est un peu comme un coin carrefour. Alors c'est dans ce coin carrefour que vont se positionner les différentes unités. Donc au passage, les populations pourront laver dans ces différents carrefours. Des cache-nez seront également distribués à tous afin de bouter le coronavirus. Une démonstration de lavage de mains apportera un plus sur l'utilisation de ce matériel de protection à Fébé Paradis. Alors maintenant, si vous le voulez bien, faire une petite visite sur le barrage de Natigal à Batchenga, sur le fleuve Sanaga, qui est vieux de plus de 80 ans, mais qui perd progressivement ses marques. Toutefois, il demeure un site touristique pour la jeune génération. Je vous propose cette balade de Paul-Alain Abena. Il a de l'âge, le bac de Natigal. L'ouvrage flotte sur les eaux de la Sanaga depuis de nombreuses décennies. Quelques anciens en ont conservé des souvenirs impérissables. Dans le temps ancien, j'ai eu des nouvelles parce que les années sont passées là, les voitures partaient encore même jusqu'à Bafoussam. Les gens dormaient ici et ils passaient des nuits ici, des jours ici, parce qu'il y avait tellement de voitures. L'OBAC rédige maintenant les dernières pages de son épopée. Inévitable pincement au cœur de ces nombreux usagers à qui, en réalité, l'OBAC ne va pas beaucoup manquer. Quand vous allez, vous avez une préoccupation de l'autre côté. Vraiment, il faut prendre tout votre temps parce qu'il faut l'attendre, il a ses caprices et tout et tout. Au moment où l'OBAC fait ses valises, on craint pour ces milliers d'enfants qui ne sauront jamais à quoi ressemble un bac. C'est pourquoi Natigal se transforme chaque jour en un site de pèlerinage afin de permettre aux jeunes générations de pouvoir en parler un jour. Nous sommes là présentement devant ce bac et nos enfants aussi ont vraiment cette envie de monter, traverser le fleuve Sanaga. Du soulagement à l'horizon avec la disparition inéluctable du bac, devenu avec le temps un instrument de torture. Mais la perspective n'est pas accueillie avec un égal enthousiasme chez tous. Depuis des années, nous sommes ici là. On part au champ, on rentre, on descend ici là pour vendre nos sadanam, nos ignames. Et quand vous nous déménagez d'ici là, on va aller vendre où? Le compte à rebours est donc engagé. Bientôt, l'immense clairière va se libérer des vrombissements assourdissants du bac, des longues attentes sur la berge et des piqûres d'insectes divers. Ce n'est pas encore la dernière traversée du bac, mais un parfum de séparation flotte déjà sur les eaux de la Sanaga. Quite imminent that that ferry is going to give way to the new bridge that's already being constructed there over the Sanaga River. Kati, quite an interesting site to visit in Cameroon. You know, Cameroon is a tourist destination. Et effectivement, c'est très intéressant. C'est désormais un lieu chargé d'histoire qui va accueillir de plus en plus de visiteurs et de curieux. That's the bid we put together for you on this edition of the Midday News on CRTV and CRTV News. Stay tuned, be safe and stay home.